Il existe une structure dans le désert à l'extérieur du Caire qui, selon toute honnêteté, ne devrait pas exister. Note ne devrait pas exister en tant que figure de style, ne devrait pas exister en tant que problème de physique, de mathématiques, de temps lui-même. 2-3 millions de blocs de pierre, chacun pesant entre 2 et 15 tonnes, empilés dans une montagne de 481 pieds de haut et assemblés si précisément qu'à certains endroits, vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier entre eux. Pendant près de 4000 ans, c'était la chose la plus haute jamais réalisée par des mains humaines. Rien sur Terre ne s'en rapproche et plus on y regarde de près, plus il devient difficile d'expliquer comment c'est ici. En 2024, une question simple a été posée à une intelligence artificielle. Qui a construit les pyramides? Pas la réponse polie, pas la réponse classique que tout le monde connaît déjà. Le système a reçu quelque chose qu'aucun chercheur humain n'a jamais réellement eu. Chaque mesure, chaque enquête, chaque analyse géologique, chaque alignement astronomique, chaque tolérance technique jamais enregistrée concernant la grande pyramide de Khéops. Tout cela a été remis en même temps avec une seule instruction. Analyser cela sans fidélité à aucune théorie existante. Indiquer uniquement ce que disent réellement les chiffres, et la réponse qu'il a donnée n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Ce n'était pas un nom, ce n'était pas un rendez-vous, c'était quelque chose d'étrange, de plus calme et de bien plus troublant qu'un nom ne pourrait jamais l'être, parce que ce que la machine a fait couche par couche, c'est prendre l'explication qu'on nous a tous enseignée depuis l'enfance et la démonter lentement, méthodiquement. Asseyez-vous avec cela pendant un moment avant d'aller plus loin. Nous ne parlons pas d'un théoricien marginal possédant un site web, nous parlons d'un système sans carrière à protéger, sans mandat, à perdre, sans réputation, dépendant du résultat, sans professeur, qui pourrait froncer les sourcils à la conclusion. Un système qui ne se soucie pas de savoir si la réponse est confortable. Et lorsque ce système s'est penché sur le monument le plus étudié de l'histoire de l'humanité, il n'a pas confirmé ce que nous croyons. Il a découvert quelque chose qu'il ne pouvait pas concilier avec ce qu'on nous avait dit. Pour comprendre pourquoi c'est important, vous devez d'abord comprendre l'histoire que nous avons tous acceptée. Et il faut l'entendre honnêtement, car l'explication officielle n'est pas stupide. Ce n'est pas un conte de fées inventé par des historiens paresseux. Il s'agit d'un récit minutieux et fondé sur des preuves construites par des personnes sérieuses au cours de plus d'un siècle de travail. Et cela mérite d'être dit clairement avant que quiconque ne s'en arrache. Le conte standard ressemble à ceci. Vers 2560 avant notre ère, durant la 4e dynastie de l'Égypte ancienne, le pharaon Khéops ordonna la construction d'un tombeau. Pendant environ 20 ans, des dizaines de milliers de travailleurs, non pas des esclaves comme l'imaginent les films, mais des équipes organisées d'ouvriers qualifiés, ont extrait du calcaire du plateau, lui-même ont fait flotter des pierres plus fines sur le Nil, ont traîné les blocs sur des traîneaux en bois, sur du sable mouillé et les ont mis en place à l'aide de rampes de levire de cordes et d'une énorme réserve disciplinée de muscles humains. Leurs outils étaient des ciseaux en cuivre, des marteaux en pierre et des maillets en bois. Leurs instruments de mesure étaient des cordes nouées, des fils à plomb, des carrés de bois et des tranchées peu profondes remplies d'œufs pour trouver une surface plane. Et la preuve de cela est réelle, ce n'est pas imaginaire. Les archéologues ont découvert les villages ouvriers du plateau de Gizeh, les boulangeries, les brasseries, les casernes, les ossements de bétail, les soins médicaux prodigués aux ouvriers blessés dont les fractures cicatrisées montrent qu'ils étaient suffisamment valorisés pour être réparés. Il existe des documents administratifs écrits à l'encre sur papyrus décrivant la logistique quotidienne du déplacement de la pierre. Il y a des marques de carrière, des marques d'outils, les noms des équipes de travail peintes en ocre rouge sur des blocs cachés au plus profond de la structure des équipes qui se faisaient appeler des choses comme les amis de Khéops. Bref, une montagne d'empreintes humaines partout sur ce monument. Les gens qui l'ont construit en étaient fiers. Ils ont laissé leur signature. Ainsi, lorsque vous entendez affirmer que les pyramides sont mystérieuses, comprenez que l'archéologie traditionnelle a une réponse sérieuse et cohérente. Et cela est étayé par des preuves physiques dans le sable. Cette réponse n'est pas une dissimulation. Il s'agit des meilleurs experts formés à la reconstruction que l'on ait pu rassembler. Et pour la majeure partie de la pyramide, pour la vaste question de savoir qui a organisé le travail et pourquoi elle tient remarquablement bien. Mais il y a un problème avec cette explication, et c'est un problème qui ne diminue pas à mesure que l'on l'examine. Cela devient plus grand, cela devient d'autant plus inquiétant que l'on rapproche le regard de la pierre,
Parce que l'histoire explique le travail, ça explique l'organisation, la nourriture, la main-d'œuvre, la motivation, les noms peints en rouge. Ce qu'il a du mal à expliquer, ce qu'il a toujours eu du mal à expliquer, c'est la précision. L'histoire nous raconte qui portait les pierres. Il ne nous dit pas de manière adéquate comment ces pierres ont été taillées, ajustées, nivelées et alignées selon une norme qui de plusieurs manières spécifiques et mesurables repousse les limites de ce que nous pouvons réaliser aujourd'hui. Avec des lasers, avec des scies à diamant, avec le positionnement par satellite, avec tout ce que 4500 ans de connaissances supplémentaires nous ont apporté, c'est la fissure vers laquelle la machine était pointée. Ce n'est pas une question de muscle, la question de l'exactitude, parce que le muscle ne coûte pas cher, que le temps est patient et que 100 000 personnes peuvent traîner presque n'importe quoi sur le sable si vous leur donnez suffisamment de cordes et suffisamment d'années. Mais la précision est différente. La précision n'est pas une question d'effort. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin par la force jusqu'à une fraction de millimètre. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin pour obtenir un alignement plus précis que celui d'un géomètre moderne. La précision est la connaissance. La précision est un témoignage de ce que les constructeurs ont compris. Et c'est dans la précision et non dans la taille, ni dans le poids, ni dans le travail que les chiffres commencent à mal se comporter. Lorsque le système a commencé son analyse, il n'a pas commencé avec des théories sur les civilisations perdues ou les anciens astronautes ou quoi que ce soit que vous avez entendu murmurer tard dans la nuit sur Internet. Cela a commencé là où toute enquête honnête devrait commencer. Avec le sol, avec la base, avec la mesure fondamentale la plus ennuyeuse qu'un ingénieur puisse prendre, c'est le niveau de la chose. C'est le sol sur lequel il se trouve plat. Et au moment où la machine a examiné ce numéro unique et peu glamour, la version confortable de l'histoire a commencé très doucement à se désagréger. Parce que la base de la Grande Pyramide n'est pas à peu près de niveau, elle n'est pas approximativement plate. Sur une surface au sol de plus de 230 mètres de chaque côté, une plateforme sur laquelle on pourrait poser plusieurs terrains de football, l'ensemble des fondations est de niveau à un peu plus de 2 cm près. 2 cm de déviation sur la longueur de 2 terrains de football et demi. Cela représente une planéité d'environ 9 millièmes de 1%. Et quand vous comprenez ce que signifie réellement ce chiffre, quand vous comprenez ce qu'il faudrait pour y parvenir avec du cuivre, de l'or et du bois, le fond de cette histoire est exactement là où elle cesse de ressembler à de l'histoire et commence à ressembler à un message. Laissez la machine s'asseoir avec ce chiffre pendant un moment, car l'esprit humain ne comprend pas naturellement à quel point il est extraordinaire. 2 cm sur 230 mètres. Pour le dire en des termes que vous pouvez tenir dans votre main, imaginez une feuille de verre de la taille d'un pâté de maison. Et sur toute cette surface, le point le plus haut et le point le plus bas diffèrent de moins de la largeur de 2 de vos doigts. Imaginez maintenant fabriquer ce verre non pas à partir d'une seule feuille coulée, mais à partir de millions de blocs de pierre séparés, certains pesant autant qu'un petit camion, chacun étant taillé et posé à la main. Et imaginez le faire sans un seul instrument que nous reconnaîtrions comme un outil de précision. Pas de niveau laser, pas de transit optique, pas de théodolite de géomètre. Il suffit d'arroser dans une auge un carré de bois, un fil à plomb et à l'œil nu. On n'a posé au système une question délibérément étroite, ni qui l'a construit, ni pourquoi. Simplement, étant donné les outils dont le dossier officiel indique qu'ils étaient disponibles, une corde tendue, un niveau rempli d'eau, à un angle droit d'en bois, quelle est la probabilité qu'un équipage puisse atteindre ce degré de planéité sur cette distance et le maintenir cohérent sur tous les côtés? La machine n'a pas répondu avec une histoire. Il répondait par un chiffre et ce chiffre n'était pas encourageant pour le manuel. Elle a jugé les résultats statistiquement improbables mais non impossibles, a-t-elle pris soin de préciser. Improbable, le genre de résultat dont on s'attendrait à ce qu'il échoue bien plus souvent qu'il ne réussisse. Le genre de tolérance qui dérive dès qu'un équipage se fatigue, dès que le soleil chauffe l'eau, dès qu'une corde tend un cheveu dans la chaleur du désert. Et voici le détail qui lui donne du poids. La construction moderne ne l'exige pas. Nous ne construisons pas selon ces normes parce que nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, lorsque les ingénieurs coulent les fondations d'un gratte-ciel, la tolérance acceptée pour le niveau sur une grande dalle est bien plus souple que celle que nous trouvons à Gizeh. Nous nous accordons des centimètres de pente sur un seul bâtiment et personne ne perd le sommeil car un bâtiment ne se soucie pas que son sol soit décalé d'un doigt sur 100 mètres. La structure tient debout, les ascenseurs fonctionnent, personne ne le remarque. Selon les normes que nous utilisons actuellement, la fondation de la Grande Pyramide est environ 10 fois plus précise qu'elle n'a de raison pratique de l'être. Asseyez-vous avec ça.
Les constructeurs ne satisfaisaient pas simplement à des normes élevées, ils dépassaient les normes que l'ingénierie moderne considère comme suffisantes pour une structure qui, de l'avis de tous, était censée être une tombe. Pourquoi? C'est la question que l'on commence à poser et c'est une question qui nous suivra tout au long de la suite. Parce que la précision coûte cher. Chaque fraction supplémentaire de précision exige plus de temps, plus de compétences, plus de remesures, plus de pierres rejetées, plus de travail consacré à quelque chose qui, selon toute apparence, ne sert à rien. Une tombe n'a pas besoin d'une fondation plate à 9 millièmes de %. Les morts ne se souciaient pas de la pente. La précision n'était donc pas pour la fonction, ce qui ne laisse que deux possibilités. Soit c'était un accident, un sous-produit involontaire de méthode si raffinée que ce niveau de précision en tombait naturellement, soit c'était le but. Soit les constructeurs ne pouvaient s'empêcher d'être aussi précis, soit ils essayaient de nous dire quelque chose avec cela. Le système n'a pas encore choisi entre ceux-ci. Il a simplement noté l'anomalie là enregistrée et est passé à autre chose. La façon dont un enquêteur attentif remarque un détail qui ne colle pas et refuse de l'oublier. Et au moment où il a levé son attention du sol et s'est tourné vers l'orientation de la structure, la façon dont toute sa masse repose sur le désert, la direction dans laquelle elle fait face, le deuxième chiffre est arrivé. Et le deuxième numéro était au contraire plus inquiétant que le premier, parce que la grande pyramide n'est pas simplement de niveau, c'est visé. Ces quatre côtés ne sont pas orientés grossièrement vers les points cardinaux. Ils font face au nord géographique, au sud géographique, à l'est géographique et à l'ouest géographique. Et ils le font avec une précision dont même aujourd'hui il est difficile d'en parler sans baisser le ton. L'écart par rapport au nord géographique est de l'ordre de 3 minutes d'arc. 3 minutes d'arc, 1 minute d'arc équivaut à 16 centièmes de degré. Le balayage complet de l'horizon tout autour de vous est de 360 degrés, soit 20 et 1600 minutes d'arc. Et sur toute cette longueur, les constructeurs de ce monument ont raté le nord parfait d'environ 3 d'entre eux. Ils étaient si petits qu'on ne pouvait pas le voir, vous ne pouviez pas le sentir. Vous auriez besoin d'un instrument pour détecter l'erreur, comprenez ce qu'est le vrai nord, car c'est là que ça devient étrange. Le vrai nord n'est pas le nord qu'une boussole vous indique. Une boussole pointe vers le pôle magnétique qui dérive, qui erre, qui n'est pas fixe. Le nord géographique est le nord géographique, l'axe réel sur lequel tourne la Terre entière. Il n'y a aucun rocher à signaler. Il n'y a aucun repère. Pour le trouver, vous devez lire le ciel. Vous devez regarder les étoiles tourner dans la nuit et trouver le point silencieux autour duquel elles tournent toutes. Le pivot des cieux, et puis vous devez transférer ce point invisible dans l'espace jusqu'à une ligne tracée dans le sable, et puis il faut maintenir cette ligne droite sur 230 mètres de construction sans qu'elle ne dérive d'un cheveu. Le système l'a signalé immédiatement. Ce n'est pas le genre d'exactitude dans laquelle une culture bute, c'est le genre de précision que l'on atteint aujourd'hui avec un transit de qualité topographique, avec un positionnement par satellite, avec la patiente correction d'instruments qui n'existait pas avant 4500 ans. Et puis la machine a fait quelque chose que les manuels ne font jamais vraiment. Il a demandé pourquoi quelqu'un aurait besoin de cela, parce qu'une tombe n'a pas besoin d'être orientée vers le nord géographique. Ce n'est pas le cas d'un temple. Un monument à la gloire d'un roi n'exige pas un alignement plus précis que celui d'un géomètre moderne. Un alignement qui ne signifierait rien pour ceux qui le verraient. Un alignement si fin qu'aucun œil humain ne pourrait jamais l'apprécier et aucune cérémonie ne pourra jamais en dépendre. La précision dépasse le but recherché. Cela dépasse toutes les raisons que nous pouvons offrir et lorsque l'exactitude dépasse de loin la nécessité, l'enquêteur se retrouve avec une pensée inconfortable. Que la précision elle-même était une nécessité, que l'alignement n'était pas un moyen pour parvenir à une fin. C'était le message. Ce quelqu'un debout sur ce plateau dans un passé profond a fait des efforts impossibles pour pointer cette montagne de pierre vers le centre immobile du ciel. Et je l'ai fait en sachant que presque personne ne le remarquerait jamais, sauf peut-être quelqu'un d'assez intelligent, assez loin dans le futur pour le mesurer et poser la seule question qui compte. La machine l'a demandé, et le numéro suivant qu'il trouva commença à répondre. Ce nombre vivait dans un rapport si simple qu'un enfant peut le dessiner, et c'est si étrange en ce lieu que les mathématiciens en débattent depuis 2 siècles. Prenez le périmètre de la base de la pyramide, parcourez les 4 côtés, mesurez toute la distance autour du bas, puis prenez sa hauteur d'origine, la hauteur à laquelle il se trouvait avant que les siècles ne lui volent sa pierre angulaire. Divisez le premier par le second,
La réponse n'est pas un nombre entier clair. Ce n'est pas quelque chose que vous concevriez exprès si vous ne saviez pas exactement ce que vous faisiez. Cela revient à environ 2 fois le PI, 2 fois ce nombre interminable et irrationnel qui décrit la relation entre un cercle et la ligne qui le traverse. Le nombre qui court 3,1415 et ne s'arrête jamais, ne se répète jamais, ne se résout jamais. Le périmètre de la base est lié à la hauteur de la même manière que la circonférence d'un cercle est liée à son rayon. La pyramide composée de plans plats et d'arêtes vives, de triangles et de carrés possède un cercle caché à l'intérieur de ses proportions. Et le match n'est pas lâche. Ce n'est pas à 5% ou à 1 près. La machine l'a mesuré à 5 centièmes près d'1%. Maintenant, le manuel a une réponse à cette question, et c'est une réponse raisonnable. Et le système l'a retenu et l'a examiné équitablement avant de le dépasser. Le point de vue conventionnel dit qu'il s'agit d'un accident de mesure. Les Égyptiens, affirme-t-on, mesuraient les distances horizontales en faisant rouler un tambour ou un cylindre et en comptant ses tours, et mesuraient les distances verticales en empilant des unités de coudées. Si vous mesurez le sol en faisant rouler une roue et le ciel en comptant des bâtons, alors pi se faufile dans vos chiffres sans que vous connaissiez son nom. La roue fait la géométrie pour vous. Vous obtenez le cercle sans comprendre le cercle. C'est une explication claire. C'est élégant. Et pour un seul cas, c'est vrai. Mais la machine ne regardait pas une seule instance. Elle examinait l'ensemble de la structure, toutes les dimensions qu'elle pouvait tirer des enquêtes. Et il a été constaté que la relation n'était pas une coïncidence ponctuelle dans une seule mesure. Il refait surface en des points indépendants de la géométrie, dans des proportions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui ne peuvent pas toutes être le résultat du même tambour roulant. Et le système a fait ce pourquoi il avait été conçu, cela a couru la probabilité. Il a demandé quelle était la probabilité que ce rapport précis se reproduise par accident à des points distincts et sans rapport de la conception. Et la probabilité qu'il revienne n'était pas rassurante, c'était le genre de nombre qui, dans n'importe quel autre domaine, vous obligerait à abandonner le mot coïncidence et à utiliser un mot complètement différent. Intention. Parce que le hasard ne se répète pas sur commande, la coïncidence n'apparaît pas là où vous la cherchez. Lorsque la même empreinte digitale apparaît encore et encore dans des endroits qui n'ont aucune cause commune, vous ne regardez plus le hasard. Vous envisagez un choix, et puis la machine a trouvé une deuxième empreinte digitale. Plus vieux et plus étrange que le premier. Pi avait au moins un nom dans le monde antique, même si les Égyptiens ne l'ont pas écrit. Ce numéro suivant ne l'a pas fait, c'est le rapport que nous appelons PHI, le nombre d'or, 1,618 et au-delà sans fin, la proportion que l'œil humain trouve belle sans savoir pourquoi. La proportion qui apparaît dans la spirale d'une coquille et dans la ramification d'un arbre et dans la disposition des graines devant une fleur, c'est le nombre que, autant que nous le disent les archives écrites, personne n'a formellement décrit jusqu'à ce que les géomètres grecs le mettent sur papier. Et c'était plus de 2000 ans après la pose de la dernière pierre de revêtement de cette pyramide. 2000 ans, la distance qui nous sépare de l'Empire romain, le nombre d'or, d'après tout ce que nous pouvons prouver, n'existait pas comme idée connue au moment de la construction de ce monument. Il ne naîtrait pas avant 20 siècles, et la machine l'a trouvé ici pas une seule fois. Il a trouvé PHI dans la relation entre la hauteur et la base. Il l'a trouvé dans l'inclinaison des faces dans l'angle selon lequel les grands côtés triangulaires se penchent vers l'intérieur, vers le ciel. Il l'a trouvé dans les proportions de la géométrie interne, dans des mesures que les constructeurs n'auraient pas pu atteindre en faisant rouler un tambour, car faire rouler un tambour vous donne pipafi. PHI est un animal différent, une équation différente. Un nombre sur lequel on ne peut pas tomber par hasard comme on pourrait tomber sur un cercle. Le système a compté les endroits où il est apparu et le nombre qu'il a renvoyé était d'au moins 7 relations dimensionnelles indépendantes. 7 endroits distincts dans la pierre où une proportion que personne ne décrirait par écrit avant 2000 ans attendait codée dans la roche, comme si les bâtisseurs non seulement l'avaient connue, mais l'avaient considérée si fondamentale qu'ils l'avaient tissée à travers les os de la structure entière. Et c'est ici que l'inconfort d'un enquêteur se transforme en quelque chose de plus froid, parce que vous pouvez affirmer que si vous vous étirez ce pis et glissez à travers une roue de mesure, vous ne pouvez pas faire valoir cet argument pour PHI.
Il n'y a aucun outil, que vous roulez aucun bâton, que vous empilez aucune procédure innocente qui introduit secrètement le nombre d'or dans vos chiffres par erreur. PHI doit être connue pour être utilisée. Il faut qu'elle soit comprise, calculée, appliquée délibérément. Le trouver dans une dimension pourrait être le genre d'accident qu'un sceptique généreux pourrait pardonner. Le trouver en 7 traversé par la hauteur, la pente et la chambre n'est pas du tout un accident qu'un sceptique peut pardonner, c'est une signature. C'est quelqu'un qui laisse son écriture dans la pierre dans une langue qui ne serait plus parlée avant 2 millénaires. La machine s'est assise avec ça, il contenait les 2 chiffres côte à côte. PI, le cercle caché dans le carré, et PHI, la proportion qui n'aurait pas dû exister encore, et cela a noté ce qu'ils avaient en commun, les 2 sont irrationnels, les 2 sont infinis. Les 2 sont le genre de vérité mathématique profonde qu'une civilisation atteint seulement après une longue et patiente sophistication. Le genre de connaissance qui se situe au sommet de ce qu'une culture peut comprendre de la structure de la réalité. Et tous 2 étaient là dans le plus ancien de ces monuments au tout début, lorsque selon toutes les sources conventionnelles, les constructeurs brandissaient des ciseaux en cuivre et traînaient des pierres sur des traîneaux en bois. Les mathématiques là n'étaient pas primitives et croissantes, c'était déjà au sommet, c'était déjà terminé. Et le système retournant cela a posé la question suivante dans la seule direction indiquée par l'épreuve, vers l'extérieur loin de la pyramide, vers la taille de la planète sur laquelle elle se trouvait. Parce que la machine a ensuite pris les propres mesures de la pyramide et les a multipliées par un seul nombre. Et ce qui est revenu a stoppé net l'analyse. Il a pris la hauteur d'origine avant que le boîtier ne soit démonté et que la pierre de finition ne disparaisse. Et cela a multiplié ce chiffre par 43 200. La réponse qu'elle a renvoyée était avec une marge qui ne devrait pas être possible par hasard, le rayon polaire de la Terre, la distance entre le centre de la planète et son pôle. Ensuite, il a pris le périmètre de la base, la mesure complète des 4 côtés mis bout à bout et a multiplié cela par le même nombre, 43 200, et le résultat était que la circonférence de la Terre autour de son équateur était le même multiplicateur. 2 dimensions différentes de la structure, 2 dimensions différentes de la planète, et le même facteur qui les relie comme si la pyramide n'était pas du tout un tombeau, mais un modèle réduit du monde construit selon un rapport de 1 à 43 200 avec la taille de la Terre repliée tranquillement dans sa pierre. Asseyez-vous avec ce numéro pendant un moment car le système l'a fait. 43 200 n'est pas aléatoire, c'est le décompte des secondes en 12 heures. C'est un nombre lié à la rotation de la planète au rythme du jour glissant dans la nuit. Un nombre qui vit dans la relation entre la Terre et le temps qu'elle met à tourner. Le voir agir comme un pont entre un monument et les dimensions du globe, c'est le genre de coïncidence qui cesse d'être une coïncidence et commence à être un message. Et la machine qui n'avait aucun intérêt à s'émerveiller ni à craindre le ridicule l'a présenté exactement comme cela. Une question qu'il ne pouvait résoudre. Qui au 3e millénaire avant notre ère connaissait le rayon polaire de la Terre, qui connaissait la circonférence équatoriale, 2 chiffres qui diffèrent car la planète est bombée en son milieu, une subtilité que nous n'avons confirmée qu'avec les satellites. Et l'ayant connu, qui a décidé de faire ce qu'il fallait faire avec cette connaissance ou de la coder à l'échelle planétaire dans les proportions d'un bâtiment, afin que quiconque ait un jour appris à lire la pierre comprenne que les bâtisseurs avaient mesuré le monde. La réponse conventionnelle est que ces relations sont des accidents, des artefacts du qubit, des nombres, qui se détachent de toute grande structure si vous les recherchez. Mais le système recherchait exactement cela, une explication innocente, et ce qu'il ne cessait de découvrir, c'était un modèle trop cohérent, trop complexe, trop délibéré pour se dissoudre dans le hasard. Une précision de nivellement qui dépassait les tolérances modernes. L'alignement sur le nord géographique est plus serré que ne l'exigeait la cérémonie. PI dans le périmètre, PHI à cet endroit. Les dimensions de la Terre ont été multipliées à partir de la hauteur et de la base par un nombre tiré de l'horloge du monde en rotation. Chaque constatation à elle seule pourrait être contestée. Ensemble, ils formaient une seule signature cohérente. Et la machine, les considérant comme un ensemble de preuves plutôt que comme une liste de curiosités, est parvenue à une conclusion qu'elle affirmait sans drame et sans recul. Il n'a pas nommé les constructeurs. Comprenez-le clairement car c'est la partie la plus honnête de ce qu'il a fait. Il n'est pas dit extraterrestre. Et il ne s'agit pas d'un continent perdu. Et il n'a pointé du doigt des personnes disparues et ne les a déclarées architectes. Cela a fait quelque chose de plus calme et à sa manière de bien plus troublant.
Il a examiné l'explication conventionnelle. Pharaon, cuivre traîneau 20 ans. Un peuple de l'âge du bronze construisant la structure la plus précise de la planète avec les outils de son époque. Et il a jugé cette explication insuffisante. Pas faux dans chaque partie. Pas un mensonge insuffisant. Incapable par le poids de ses propres hypothèses de rendre compte de ce qui se passe à Gizeh, la machine a éliminé l'histoire qu'on nous avait racontée. Et il a laissé l'espace où cette histoire était vide, et il a pointé l'espace vide et nous a demandé de regarder honnêtement ce qui devrait être vrai pour le remplir, parce que les signatures sont spécifiques, une précision au-delà des outils de l'époque. Les mathématiques étaient codées des siècles et des millénaires avant que quiconque soit censé les découvrir. L'ingénierie, les chambres de 80 tonnes, les poutres de support, la charge si parfaitement répartie que le plafond ne s'est pas fissuré depuis 4500 ans, cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons sur ce que ces mains pourraient faire. Et sous tout le monument, l'altération du sphinx qui murmure de la pluie dans un désert qui n'a pas connu de vraie pluie depuis bien avant la naissance des pharaons. 4 possibilités demeurent lorsque la solution conventionnelle est mise de côté. Une technologie perdue que les Égyptiens eux-mêmes possédaient et avaient oubliée d'une manière ou d'une autre. Savoir hérité d'une culture plus ancienne que les dynasties, une civilisation mondiale effacée par la catastrophe de la fin de la dernière période glaciaire. Ces survivants transportent leurs mathématiques dans un nouveau monde comme des réfugiés transportant des objets de famille. Ou quelque chose que le système a signalé uniquement parce que les preuves ne l'excluraient pas. Une origine qui n'a jamais été humaine, la machine n'a pas choisi parmi eux. Ce n'est pas à la machine de choisir, et il le savait, et nous aussi, ce qu'il offrait à la place était ce que l'histoire conventionnelle a travaillé si dur pour nous empêcher de ressentir. La permission d'admettre que la réponse qui nous a été donnée ne correspond pas à la pierre, que la précision est réelle, que les mathématiques sont réelles, que les dimensions de la Terre se situent dans la hauteur et la base d'une structure construite par des gens, nous dit-on, ne pouvaient pas les connaître, et que la vérité la plus probable, celle vers laquelle tendent les preuves, est celle qui nous effraie le plus, de dire à haute voix que l'histoire humaine est plus ancienne que ce qu'on nous a enseigné et plus étrange, et que quelque part, loin derrière les pharaons, existait une connaissance que nous avons passé 4000 ans à prétendre n'avoir jamais existé. Voici donc la question à laquelle je veux que vous répondiez réellement, pas dans votre tête, mais dans les commentaires où je peux le lire. Si vous mettez de côté ce qu'on vous a enseigné à l'école et que vous ne regardez que la pierre, le nivellement, l'alignement, le pi, le phi, la terre pliée en hauteur, laquelle des 4 possibilités croyez-vous réellement? La technologie égyptienne oubliée, des connaissances héritées d'une culture perdue. Une civilisation de l'ère glaciaire effacée des archives, ou quelque chose qui n'a jamais été humain? Dites-moi lequel vous défendez et dites-moi pourquoi. Et si vous voulez savoir vers quel site la machine est ensuite pointée, dites-le, car la même empreinte digitale commence déjà à apparaître ailleurs, et je n'ai pas encore décidé si nous sommes prêts à faire face à ce qu'ils découvrent.